Bonjour à tous, je remercie chaleureusement les organisateurs de ce colloque de m'avoir permis de vous parler aujourd'hui des conservateurs de musées de province sous la Troisième République et au moment de la création de l'association des conservateurs des collections publiques. Alors, une petite... au préalable, une petite fixation terminologique. Je suis absolument désolée, je suis très Troisième République. J'ai soutenu ma thèse sur les conservateurs de musées de province sous la Troisième République au moment où ils se constituent en profession. Et du coup, je parle d'établissements de province, mais uniquement dans ce cadre-là. Dans la première décennie du XXe siècle, conscient des enjeux culturels et politiques portés par les musées, le régime de la Troisième République leur confère un cadre législatif et les fédère en un réseau national. Dans cette optique est constituée le 4 juillet 1905 une commission extra-parlementaire qui vise à étudier toutes les questions relatives à l'organisation des musées de province et à la conservation de leur richesse artistique. Son rapport publié en 1908 a servi de base à l'élaboration du corpus de 261 conservateurs que j'ai étudié dans ma thèse. Et ce rapport étudie toutes les conditions, procède d'un questionnaire qui étudie les conditions de conservation des collections dans ses aspects de budget, de présentation, de mise en valeur. Les conservateurs de musées exercent alors ces fonctions en second lieu et ils sont d'abord bibliothécaires, instituteurs, artistes ou érudits. Et ils appréhendent donc leur mission à l'aune de ce parcours qu'ils ajustent à la pratique de leur activité. Toutefois, le nouveau contexte muséal établi par le régime de la Troisième République qui place le musée en corollaire de l'école et offre une vocation didactique et pédagogique au musée, eh bien cette nouvelle mission favorise l'apparition de nouvelles pratiques professionnelles qui permettent d'inscrire ces conservateurs dans un processus de professionnalisation, dans une première étape du moins. Ma thèse s'est intitulée Préserver et transmettre les collections muséales signifie appliquer cette vocation didactique et dispenser notamment au musée une leçon d'histoire locale dans les musées de province qui se rattache à l'écriture de l'histoire de la nation et d'une mémoire collective. Empreint d'une conscience patrimoniale acérée et profondément impliquée dans les sociabilités artistiques locales, les conservateurs des musées de province œuvrent dans l'intérêt des collections tout en se confrontant à de très nombreuses contraintes, tant budgétaires que matérielles ou politiques. Leurs méthodes de travail, qui, donc, je vous le disais, sont adaptées aux exigences de l'administration des beaux-arts, se spécialisent par ailleurs à un moment où s'élabore la science dite, que l'on appelle alors muséologie, cette science des musées, à travers les associations, mais aussi l'Office international des musées et des instances internationales. Les conservateurs de musées de province républicains sont donc des conservateurs de musées professionnels. Donc, pour les musées de province constituent une entité très, très marquée. Leur statut et leur mission aussi entre deux problématiques. Hiérarchiquement subordonnés au musée du Louvre, le musée universel duquel ils servent d'illustration. Ils sont également le relais à part entière du réseau muséal
sur l'ensemble du territoire et dispense une approche locale de l'histoire. Le régime de la Troisième République, donc, qui attribue cette mission pédagogique au patrimoine de la nation, institue en même temps l'administration des beaux-arts en service public d'État. Le conservateur du musée est le garant du bon fonctionnement de l'institution par la bonne conservation des œuvres de l'État et le médiateur de la transmission du patrimoine et des valeurs républicaines d'un citoyen éclairé. Les instances politiques locales et les municipalités occupent une position déterminante dans la démarche de bonne conservation des collections et contribuent fortement à l'exercice des fonctions de conservateur. Le meilleur rapport d'inspection de l'enquête La Pose est celui du musée des Beaux-Arts de Nantes, municipalité très impliquée dans la vie de son musée. Le musée est dirigé en 1905 par le peintre Félix Pommier et il présente de très mauvaises conditions de conservation. Le premier rapport d'inspection établi par Roger Marx en 1893 mentionne un encombrement d'œuvres se nuisant les unes aux autres. À l'entrée, de grandes toiles sont couchées le long du mur et semblent attendre les déménageurs. Au centre, des statues sont groupées dos à dos comme des fauteuils dans un salon pendant un balayage. La nomination d'un conservateur adjoint pour seconder Pommier est un temps envisagé, mais très vite abandonné. Et en 1899, un autre rapport d'inspection de Roger Marx signale d'importants problèmes d'infiltration d'eau dans les excavations du calorifère et l'urgence de travaux de réparation est déclarée. L'intervention de la municipalité est alors décisive. Elle attribue de nouveaux locaux au musée et la situation est résolue grâce à l'intervention de Félix Pommier qui, à partir de 1900, mène à bien le déménagement des collections qui lui permet d'avoir cet éloge dans le dernier rapport de 1907, donc le rapport de la commission extra-parlementaire. Ce musée mérite toujours l'éloge de Clément de Ris, le mieux tenu de tous ceux de province. On peut le donner en exemple pour sa tenue, pour son administration et le souci qu'on y a de s'enrichir intelligemment tout en conservant au mieux ce qu'on possède déjà. Donc, face à cette spécificité de statut et d'absence de réseau muséal organisé, la commission des extra-parlementaires prépare une législation pour encadrer de textes réglementaires le réseau muséal. Elle prépare le décret de 1910 qui ouvre la voie à la rédaction d'autres textes réglementaires, comme le décret de décembre 1928 qui organise vraiment le mode d'organisation, et suivi du décret du 13 décembre 1932 qui établit un programme prioritaire des inspections et hiérarchise les musées selon le nombre d'œuvres déposées par l'État conservées dans un établissement. La Commission supérieure des musées est en outre créée le 15 mars, par décret du 15 mars 1937. Elle fixe, entre autres, les modalités de recrutement des conservateurs sur liste d'aptitude. Enfin, en 1936, un service des musées de province, préconisé dans les débats de la commission des musées de province de 1905, est créé sur le modèle du service des études de la documentation du musée du Louvre. Et son objectif est de produire un inventaire des envois de l'État et de réunir toutes les informations relatives aux œuvres en termes de conservation, d'identification et de connaissance.
afin d'actualiser les connaissances des collections nationales. Enfin, à partir de 1934, Georges Huysmans, le directeur général des Beaux-Arts, visite les expositions temporaires des musées de province et rencontre les maires. Pour le seconder, il nomme le conservateur en chef des musées nationaux, Robert Ray, et rétablissent ainsi, ensemble, ils rétablissent les fonctions assumées par Roger Marx à partir des années 1889, Roger Marx qui était l'inspecteur général des musées. Le souci il s'agit de s'assurer de la bonne conservation des œuvres d'art déposées par l'État et contrôler le bon déroulement des travaux et le fonctionnement des musées de province. Les activités des conservateurs des musées de province de description, d'études et de diffusion des collections déterminent leurs fonctions et orientent le choix des personnes pressenties par le régime républicain pour les réaliser. L'expérience et les compétences développées par des aptitudes ont intuitivement contribué à la formation professionnelle du conservateur de musée, qui n'est pas uniquement issue de l'évolution structurelle de l'institution. C'est une lente et longue définition des fonctions qui se spécialisent, qui préside à cette professionnalisation. Le régime veut s'assurer les compétences spécifiques des conservateurs qui garantissent une neutralité politique et des pratiques muséales homogènes. Et la première manière d'y parvenir se concentre au moment du recrutement. Contrairement à la perception qu'en ont les membres de la commission extra-parlementaire en 1905, le recrutement n'est pas anarchique et répond à des règles. Il est dépendant du pouvoir local, mais n'est pas synonyme de promotion de candidats incompétents. Avec le décret de 1852 qui demande la nécessité du consentement, qui requiert le consentement du préfet, les exigences de la direction des Beaux-Arts sont censées s'exprimer et le contrôle de l'État être assuré. Le processus valorise par ailleurs des postulants certifiés et dès 1905, des élèves de l'école du Louvre et des 15 élèves de l'école des Chartes étaient promus, étaient présents dans les musées à la direction des musées de province. De manière plus précise, accèdent à la fonction des personnes ayant prouvé des compétences jugées utiles. Tout lien avec le patrimoine prédispose la personne à exercer les fonctions de conservateur. Ainsi, Edmond Poupée au musée de Draguignan est nommé en sa qualité d'historien de la ville. Edmond Puyot, qui est un homme politique mais aussi un peintre, a fondé la bibliothèque municipale de Morlaix et il est nommé conservateur du musée en 1885. Le fait de valoriser l'expérience pour diriger un musée manifeste la volonté de choisir des candidats à même de réagir aux difficultés. Un érudit bénéficie d'une notoriété, fréquente les milieux du savoir et sait défendre des idées, tout comme un enseignant transmet déjà une partie du discours républicain et des savoirs. Toutes ces personnes forment des réseaux. Elles appartiennent aux commissions municipales dites de surveillance qui dirigent le musée et constituent un vivier de recrutement pour le maire au moment de soumettre une liste de candidats. Les artistes, les peintres et les artistes sont particulièrement valorisés dans ce processus de recrutement. Ils peuvent faire preuve d'un savoir-faire
liés à la pratique de l'art qui est jugé bien utile. Ils sauront se comporter face à une œuvre endommagée. Ils pourront peut-être mener une politique de restauration qui évitera d'avoir recours aux musées nationaux et qui permettra de faire des économies, en fait. L'idéal, du point de vue des municipalités, est un artiste qui puisse faire preuve d'une assise parisienne et qui bénéficie d'une reconnaissance qui fait la différence au moment de la nomination. Je vous parlais tout à l'heure de Félix Pommier. Eh bien, il a été préféré à un peintre peu connu des milieux parisiens, Henri Hamel, pour diriger le musée de Nantes. Enfin, grâce au réseau de peintres et de collectionneurs, on attend du conservateur peintre qu'il puisse solliciter des dons et permettre un enrichissement des collections pertinent et peu onéreux. La figure du conservateur peintre idéalement incarnée est celle de Paul Lafont au musée de Pau, qui était un proche d'Edgar Degas, à qui il a fait découvrir le Gréco et qui a permis l'entrée au musée d'un atelier de coton au musée de Pau. Autre manifestation des étapes de la professionnalisation des conservateurs au moment de la commission extraparlementaire des musées de province, la mise en place d'outils pédagogiques de transmission du patrimoine à travers que sont la présentation des collections et les catalogues de musées. C'est avec la mise en œuvre de la vocation pédagogique du musée corollaire de l'école que se mettent en place ces pratiques. Elles sont particulièrement incarnées par les conservateurs de musées bibliothécaires qui excellent dans cet exercice. Le rapport Lapostre dénombre 32 bibliothécaires dans la figure traditionnelle du conservateur de musée. Ils sont très investis dans leur mission de transmission dans l'une et l'autre de leurs institutions, présentent des collections, des ouvrages, ils sont à la tête de musées encyclopédiques, et donc ils présentent les ouvrages et les œuvres d'art dans des vitrines avec des petits textes explicatifs. Ils s'impliquent également sur la gratuité de l'accès à leur établissement et développent une proximité avec leurs visiteurs. La commission des musées de province, avec le décret de 1910, fixe par ailleurs des directives de travail synonymes de spécialisation et parmi lesquelles la rédaction de catalogues, des ouvrages de référence qui constituent de véritables outils pédagogiques et des supports de visite et de diffusion de l'état des connaissances sur les œuvres. Il condense toutes les activités du conservateur de musée et en sont un petit peu le noble emblème parce qu'il suppose une activité d'inventaire, d'attribution et surtout ils permettent de voir comment procèdent les conservateurs et quelle perception ils ont de leur mission. Parce qu'un spécialiste scrupuleux ne rédige pas un catalogue de la même manière qu'un archiviste ou un bibliothécaire ou un peintre qui connaît qui dispose des connaissances en art. Je suis absolument désolée, c'est vraiment une intervention qui est placée sous le signe de la malédiction. J'ai ma tablette qui vient de s'éteindre, donc du coup, j'ai plus du tout mon texte. Et
Et donc, dans le PowerPoint que je vous avais préparé, il y avait l'exemple du catalogue de Philippe Marillet, du musée d'Épinal, qui en préface, présente toute la manière dont il a envisagé la rédaction du catalogue, comme il l'envisage comme un support à la visite, et surtout comme il espère motiver les donations pour que les collectionneurs aient envie de voir leur œuvre venir étoffer le catalogue des œuvres. Les conservateurs du rapport Lapose aspirent par ailleurs à un partage d'efficacité qu'on retrouve donc du coup avec les catalogues, parce que ils font appel les uns aux autres pour se soutenir dans ces publications. Ils font appel aux spécialistes et par exemple les conservateurs du musée de Lyon. Joseph Girard, notamment, participe à la rédaction du catalogue des musées de Bretagne, de même que Victor Champier, grand spécialiste critique d'art et grand spécialiste d'objets d'art, qui dirige le musée de Roubaix, est amené à aider les collègues dans l'élaboration de catalogues de musées dans la section des arts décoratifs de Lyon, justement, et d'autres. Ces réseaux confraternels se développent de manière intuitive et sont le témoignage de la recherche d'une entraide et d'un partage d'efficacité. Les conservateurs des musées de Bretagne s'entraident et échangent des lettres pour les acquisitions et les attributions, et pour les campagnes de restauration, parce que les musées de province doivent se référer au musée du Louvre, qui est censé absolument gérer toute intervention de restauration. Les bulletins des sociétés savantes servent également de relais. Les conservateurs publient en fonction de leur spécialité et ils sont un moyen de communication qu'ils utilisent pour alimenter leur réseau, même si ce n'est pas l'objectif premier de ces bulletins. Ils annoncent le bulletin des musées de France, qui est la revue professionnelle de l'association. Et donc, oui, je vais conclure rapidement, du coup, maintenant, en vous disant qu'en fait, toutes ces entreprises, toutes ces démarches qui ont été mises en place de manière intuitive ont trouvé leur aboutissement avec la création de l'association des conservateurs des collections publiques de France, qui a institutionnalisé un processus et qui a permis une connaissance et une reconnaissance, une légitimité des conservateurs, en proposant une visibilité de leurs actions concrètes de présentation des collections, de catalogues, et a permis également aux conservateurs des musées du Louvre et des musées dans les régions de se côtoyer, de se connaître et de faire un partage d'expérience. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée. Mon discours n'était pas du tout fluide et complètement distrait.
Merci Géraldine. Vous avez vu que les conservateurs du 19e ont à peu près tous les mêmes fonctions, à part sans doute la restauration directe, puisque ces restaurateurs, dans beaucoup de cas, n'hésitaient pas à peindre ou repeindre des tableaux, le cas échéant. Mais sinon, ils ont les mêmes fonctions, peu ou prou, avec la différence quand même que l'institution du musée-bibliothèque, qui est si importante dans les bâtiments dont nous avons hérité du reste, que ce soit à Nantes, à Grenoble ou ailleurs, marque bien cette relation déséquilibrée souvent au profit du bibliothécaire, puisque beaucoup de villes considèrent qu'il est légitime de payer un bibliothécaire. En revanche, il n'est pas si légitime de rémunérer un conservateur de musée qui par ailleurs est un artiste, un collectionneur ou un rentier. Vous avez vu aussi que finalement les représentations de ces conservateurs la seconde moitié du 19e siècle sont liés soit à des activités qui les mettent en relation directe avec le milieu politique de la Troisième République. Par exemple, c'est le cas d'Henri Laposte, qui a su monter une commission extra-parlementaire pour se préoccuper de l'État qu'il jugeait extrêmement défavorable, voire scandaleux, des musées de province, lui-même étant parisien, mais très impliqué dans la vie des musées provinciaux. Donc Laposte s'est engagé, par exemple, dans les polémiques sur le droit d'entrée des musées, etc. Ou bien ces représentations de conservateurs sont souvent liées au fait, comme on vous l'a dit, qu'un tel ou un tel a acheté ou a fait entrer dans le musée une pièce, un tableau particulièrement remarquable, et donc sa notoriété finalement est attachée à l'entrée d'une partie singulière ou d'un renouveau particulier de la collection. C'est le cas à Nantes, à Pau et ailleurs.